Yeah, great. Thank you very much, Matthew, and really thanks for the invitation to join you all here, right? It's actually been super interesting. I didn't quite know what to expect. Being a non-lawyer, not having ever been at one of these events. And I hope to bring a somewhat different perspective, let's say, to the phenomena of migration, and also just reflect a little bit on the work of FAO around the area of migration. Not that it's particularly special, but I think it's an example of what development agencies are doing in the field with it. Just some of the big numbers. So again, our focus is kind of on rural migration, just because that's our remit, let's say, within the UN system. But around 80% of all migratory movements originate or involve rural areas. 30% of farm workers in important value chains are seasonal migrants. Globally, 216 million people are expected to migrate within their own countries by 2050 due to climate change. And migrants sent about 300 billion home remittances to rural areas in 2021. 50% of remittances go to the rural areas. I just want to give a little kind of background perspective on migration and kind of historically what it means, right? Which I think is important to keeping in mind when we talk about migration, right? Because migration it's a part of it is deeply embedded in the permanent process of change in every society. It has been for the last few centuries, let's say. Historically, structural and rural transformation of the economy has led to the movement of people between economic sectors and countries, and to shifts in the use of capital and natural resources. And as economies undergo transition, people naturally look for better opportunities within and between countries, and it's an inevitable process. Again, most countries, as they develop, most countries, the origins are as agrarian societies. As agriculture becomes more productive, people leave agriculture, leave rural areas, move to other sectors of the economy, go to other countries. Low-income countries tend to be net exported. Let's talk about exporters of people. We believe in net numbers, low-income countries. There's usually an inflection point in the process of development. In Italy, this was like around 1970, and it became a net, let's say, a net importer of people instead of a net exporter of immigrants. And again, high-income countries tend to be net importers. For obvious reasons, fertility rates go down. You need people, you need workers, and someone has to work to pay off the pensions of those of us who are really know. So countries like Italy, China, Japan, there's a big crisis, right, in high-income countries as they develop in terms of having a correct demographic structure, right? And the only way to deal with that, really, is migration, right? Good. So it's a fundamental economic process, which I think is important to keep in mind. Migration itself, it takes many forms, right? I think today we've been focusing really on, let's say, distress migration, people looking for asylum, political migration. But it can be temporary, it can be permanent, it can be circular, it can be rural-urban, rural-rural, urban-rural, from urban areas to urban areas, or it can be international. It can take one step, two step, multiple steps, no? As countries develop, you see an emergence of diversified migration patterns between capital cities, small and regional towns, and the rural hinterlands, and it kind of blurs the rural-urban distinction, okay? It can involve one member of the household or the whole family. It's driven by multiple factors, which we'll look at. It's rarely easy, it's usually risky, and migrants are basically risk takers, right? And so, it's not a minor undertaking to get on a boat to cross over the Mediterranean to come to Europe, or to cross the Rio Grande, or to come up, through the Balkans, etc. And so typically the migrants who begin that trip, they're risk takers, and from an economic sense, they tend to be the people who are going to contribute the most to a capitalist economy because they're risk takers, to put it in strictly economic terms, right?
And so these are generally people that you would welcome to your country because they're going to contribute to building a country. They're not going to be the ones sitting around collecting welfare checks as they're often portrayed, okay? Now, there's often a very blurred line between seeking opportunity and economic betterment and distress migration, forced migration, right? And in many circumstances, migration indeed it's forced, it's not a choice, which is really, I think, what has been the focus today, no? Again, the drivers for the individual person or the household are complex, they're interrelated, there's social drivers, there's political drivers, I think that we've been talking about here in terms of discrimination or persecution. There's demographic drivers, economic drivers looking for better well-being. And then within households, of course, the decision itself often depends on the composition of the household, where you are in the household, your education level, whether you have enough money to pay the cost, right? So it tends not to be the poorest of the poor, but rather those who can put some money together to migrate. And there's many other limits and barriers to migration, and so it's a complex decision that happens with an individual or a family in terms of whether to migrate or to stay. I think it's clear that migration brings both opportunities and challenges to rural areas, both in countries of origin, countries of transit, and in destination. And the policies and the programs the governments have are very important in terms of shaping this outcome and the impact of migration, particularly in terms of agriculture and rural development, but the rest of the economy. No? And migration brings benefits, obviously, to migrants and their families, both at destination and origin, and that facilitates economic and social mobility. I think from our perspective as a UN agency, our focus is really to make migration a choice and not a necessity, and to maximize the benefits of migration, right? And so it really should be voluntary and informed, and people should be supported to be resilient to crises and threats in their place of origin, and to have sustainable livelihoods so they can make that decision freely, let's say, whether they want to migrate or not. And if they do decide to migrate, the importance of doing it within safe, orderly, and regular channels within countries or across international borders. And just to say that, migration, again, it can have all sorts of, even at origin, on the one hand, it can, in a context of large labor supply, it can, lessen the pressure on a local labor market, but you're also losing, productive workers, right? And so there's a productivity hit. It can also represent a brain drain from local communities. And so there's a lot of potential positive and negative impacts of migration, both at origin and at destination. I think it's important, we've really been focusing on international migration here, but actually internal migration, again, rural-rural, rural-urban, urban-rural is much larger than international migration. Less than 30% of internal migration is rural-urban. The rest is rural-rural and urban-rural, okay? So there's all sorts of different flows happening. Migrants often move within regions, right? So not all the migration is from Africa to Europe. In fact, most of the migration within sub-Saharan Africa stays within sub-Saharan Africa, as you can see here in the purple, right? And it's really regions like, Northern America, which are primarily receptors of migration. But within Europe itself, most of the migration to Europe comes from within Europe. In Latin America, again, most of it goes to North America, but that a lot of the migration is happening within regions, as well as intra-regionally. Okay, so particularly in Africa, in 2015, 33 million Africans lived outside their home country, but more than half of that was within Africa. Okay, and there's a lot of historical migration systems between countries, between regions, as well as within countries, kind of historical migration patterns. And so the map here is from a study done around 2015 or so, which just showed kind of the tremendous diversity of migration, right? So again, we focus on the news on the people coming across, the Mediterranean or up through Spain. But the fact is, most of the migration within Africa is actually, part of economic processes happening within the region.
In low-income countries, people who've moved internally are five times more likely to emigrate. Okay, so this is the evidence around the steps of migration, right? So it's a process that may begin internally and then goes external. This is from a study we did in Albania, looking at census data between 1990 and the year 2000, when there was that big, massive exodus, let's say, from Albania after the fall of the communist government. And so you can see on the graphs here, the first one on the left is an index of expulsion. That is, the darker colors are where people were leaving, right? On the second one is the absorption, so that's where people were going internally. So as it gets darker, it's along the coast. The third one is the poverty map at the time. So most of the poverty, again, was kind of in these mountainous rural areas in the northeast. Then the final one, you see these steps of migration, basically, where you see the light-colored arrows represent the internal movements of people within Albania. And then that translated into these external movements to Italy on the left and then to Greece south, basically. Climate mobility is on the rise. Again, I mentioned the number of 216 million people potentially. According to the IPCC, which is the main scientific body looking at climate change, for every extra degree of warming, the global risk of involuntary displacement due to flooding increases by 50%. Okay, so there's a direct relation between global warming and the risk and the probability of migration. Within Africa, it's estimated that up to 5% of the population could move by 2050 due to the slow and rapid onset of climate impacts, especially from rural and coastal areas. As we've been discussing, many people are forced to migrate. As you can see here, the numbers have been increasing. Now, what I think it's important to highlight here, and again, you guys know this topic very well, but it's important to point out that 85% of international refugees are hosted by developing countries. Okay, they're not hosted in Europe, they're not hosted in the United States, they're hosted by developing countries or middle-income countries, let's say, right? So even though the EU complains a lot, the United States complains a lot. In fact, they're not the ones carrying the burden of a lot of these crises, right? Even though they're the ones who complain the loudest. The number of refugees worldwide has increased from 27 million in 2021 to 35 million at the end of 2022, and this was the largest yearly increase ever recorded, according to the UNHCR. And again, 52% of all refugees and other people in need of international protection came from just 3 countries, and that was the Syrian Arab Republic, Ukraine, and Afghanistan. But it's also important to point out that most of the displacement, let's say, or the forced displacement or the involuntary migration is actually internal. It doesn't even leave the borders of the country. So internally displaced people account for 58% of all forcibly displaced people. Again, the largest number was in Syria. But again, we see the catastrophe unfolding in Palestine, where, a few days ago, it was half the population is internally displaced, and by now, and so it's important, again, to keep in mind that the relativity of the numbers and who's being displaced and where those people are being displaced. It's also important to point out that a large number of the displaced are from disasters, and a lot of the climate, let's say climate disasters, other kinds of disasters, and 32 million internal displacements were due to disasters, with 8.7 million people remaining displaced at the end of 2022. Okay, so the importance is not just political, there's also the weather and other stuff. So finally, just to talk a bit about the kind of, let's say, the development approach to addressing some of these issues around migration. One is really about helping people manage climate change, right, and dealing with climate change, both in terms of adaptation, so building livelihoods that are resilient to climate change, and also in order to reduce the pressure to migrate, let's say. Second is important is creating alternatives to migration and the reintegration of migrants in rural areas.
So that's helping people find decent jobs, basically, and finding alternatives to migration. Also important, after COVID, there was a significant movement of people back to rural areas, migrants back to rural areas. And so there's a lot of attention on how to reintegrate, how to provide livelihoods to those who are coming back immediately after COVID. Another important area of work is around the relationship with the diaspora and trying to facilitate these relationships with the diaspora with their places of origin, particularly in our area of work, which is around agriculture, agribusiness, both in terms of bringing back investment as well as bringing back mentorship, coaching, et cetera. I mean, the skills that people learn through the migration process to other countries, bringing that back. It's kind of like an informal, foreign cooperation by private citizens to their areas of origin. And then finally, very important is protecting migrants in agri-food systems. Again, migrants, particularly in the agricultural sector, are the most exploited. They work in informality. They're exploited in many different dimensions. And so it's an important focus of ours to improve these working conditions, improve the legality, improve the formality, so that people can realize their right to both food and to decent work, again, within a changing context. I'll leave it at that. Thank you so much, Ben. It was, I think, as expected, really interesting to consider issues pertaining to migration from a high-level global position rather than what a lot of us as practitioners focus on, the basis of national strategy and individual national requirements. So thank you very much for that. Can I pass it to the audience then to see if you have any particular questions for Ben from this perspective? Well, in the absence of any immediate questions, I will exercise moderator's privilege, if I may, Ben. You made some comments around internal and particularly inter-regional migration within the African region, which isn't something that we often consider as lawyers focusing on international migration issues. In terms of the inter-regional migration issues that you made reference to, I was wondering what challenges does that bring to both the region and the individual nation states that are affected? I mean, I think it's a lot of the similar challenges that, in terms of, again, making sure that the process is done in a way that is, that's in which legality and formality is respected, right? Because, again, even in these historical processes of migration, a lot of them have to do, again, with the agricultural sector. And it tends to be the sector which is most informal and most kind of in the shadows of regulations and kind of decent work conditions, right? So I think that's a big challenge, right? Even within the African continent, you also have issues of some of the xenophobia and some of the issues of, South Africa is an example where there's been conflict, let's say, around immigrants with let's say the national population in terms, and so there's still even in that context, there's still issues in terms of the appropriate government policies to facilitate that, to minimize kind of the conflict between the host and the migration populations, and to do it in an explicit way, right? I think another big issue is exactly this fact of often migrating populations in different contexts may be the target of development support because they're the immigrants, no? And it's kind of the key importance of also supporting the host populations, right? And so this has come up, for example, a lot with Syrian refugees in different countries in the Middle East in terms of Lebanon, Turkey, et cetera. The importance of focusing the development efforts on the host populations as well as on the immigrants so that you don't create these conflicts between the two. Thank you. Fascinating, Ben. Any further questions before we move on? Well, thank you so much. Really appreciate your interjection. And Hervé, I'll pass over to you to introduce our next speakers. Thank you, Matthew. Donc, je suis, pour ma part, très heureux de vous présenter Linda Julien, qui est membre du Barreau du Québec, installée à Montréal, au Canada, avocate en droit des sociétés et conformité en valeurs mobilières. Elle est également médiatrice accréditée
droit civil, commercial et droit du travail. Linda Julien est responsable des affaires juridiques d'un groupe de sociétés spécialisé en courtage, financement et gestion de portefeuille, dont les immigrants investisseurs et le financement de jeunes pousses dans le domaine des sciences de la vie. Elle a également travaillé au ministère de l'administration fédérale, de l'immigration fédérale, à la Bourse de Montréal, comme juge administratif fédéral dans un grand cabinet national et comme conseillère juridique d'entreprise. Elle siège au Conseil régional de la santé publique et vient d'être nommée présidente d'un comité d'enquête par un ministre. L'implication active de Linda Julien en politique fédérale est également à noter, devenant tour à tour présidente nationale d'une commission, directrice nationale et présidente du Québec du parti politique fédéral au pouvoir. J'ai le plaisir de donner maintenant la parole à Linda Julien. Linda, c'est à vous. Alors, bonjour, merci de la présentation. Alors, vous voyez que c'est une expérience qui est assez diversifiée et c'est ce qui va baser un peu la présentation que je vais faire. Les questions pourront être évidemment de la langue que vous voudrez. L'aspect que je vais aborder, c'est celui qui concerne en fait la frontière canadienne-américaine, ce dont on parle peu, si ce n'est au Canada, mais qui est d'intérêt. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous, probablement pas, à moins que vous soyez Canadien, vous connaissez ce qu'on appelle l'entente sur les tiers pays sûrs. En anglais, ce serait Agreement on Safe Third Countries. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ambigu, mais en fait, ce sera le sujet sur lequel je vais me concentrer. Et si vous vous posez la question à savoir qu'est-ce que quelqu'un qui a une activité qui est plutôt économique dans le sens des immigrants investisseurs, quel est le parallèle avec les migrants ou les réfugiés ou les demandeurs d'asile? En fait, c'est peut-être celui de l'espoir de faire de chacun des migrants un immigrant investisseur, peut-être pour contribuer à l'économie. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi cette présentation, c'est parce que de la région du Québec, au Canada, comme vous savez, Québec, c'est une des 10 provinces, il y a une particularité assez spéciale faisant en sorte que cette petite province reçoit un nombre incalculable de migrants en raison de sa géographie. Je vais laisser ça et je vais revenir dans quelques instants. Alors, plus particulièrement, moi, je viens de cette région. Alors, il y a tous ces éléments de migration. Tantôt, la présentation qui a été faite a parlé beaucoup d'agriculture. Et je pourrais mentionner que dans cette région du Québec, où on a des transits migratoires importants, c'est une région qui est plutôt rurale et qui est enclavée. Malheureusement, je n'ai pas une carte du Canada, mais si vous pouvez essayer de l'imaginer, d'un côté, vous avez le fameux majestueux fleuve Saint-Laurent qui amène l'eau de l'Atlantique vers les Grands Lacs, ou le contraire des Grands Lacs vers l'Atlantique, selon la perspective que vous avez. Et il y a l'Ontario et les États-Unis. Donc, la partie sud de cette région du Québec sont les États-Unis. Et donc, c'est une enclave qui est quand même très petite. Alors là, je vais dans les statistiques. En ce moment, on parle d'environ 110 millions de personnes qui sont des personnes déplacées. Alors, ce sont des nombres astronomiques. Alors, la plupart des gens dans la salle ici, soit vous produisez des migrants ou soit vous recevez des migrants. Évidemment, au Canada, on les reçoit. Et c'est l'élément qui va nous retenir de façon assez importante. L'autre élément que je veux amener sur le sujet, c'est que on parle beaucoup d'immigration, mais il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de politique d'immigration qui ne soit pas liée à la politique. Alors, l'élément politique est une condition sine qua non à toutes ces politiques dont on a parlé tantôt. Et je pense que c'est un peu plus tôt ce matin, avec raison, on mentionnait qu'effectivement, ces déplacements-là sont climatiques, dont on vient de parler, mais la plupart en ce moment sont des raisons économiques, des raisons de guerre, d'instabilité, mais aussi des raisons d'absence de droit.
là où il n'y a pas d'état de droit, les perspectives sont quand même assez minimales, ou en fait font espérer que leurs conditions humaines, à tous égards, puissent être améliorées. Et où est-ce qu'on peut aller chercher cet Eldorado? Eh bien, évidemment, dans la plupart des pays occidentaux, mais dans certains plus que d'autres, comme au Canada. Néanmoins, le Canada est à l'extérieur des grands mouvements en raison de notre géographie, mais on a, en raison de la configuration, toute l'Amérique du Sud qui est rattachée au Canada de façon terrestre, et la frontière américaine qui mène à la frontière mexicaine et tout le reste de l'Amérique du Sud. Alors, laissez-moi en parler un petit peu. En termes de population, le Canada, c'est 40 millions. On a atteint le 40 millions cette année. Le Québec, dont je vous parle, représente 8 millions. Petit chiffre, mais quand même important. Par rapport aux États-Unis, Clayton, correct me if I'm wrong, are you 350 million, a bit more? Yeah, bon, enfin 350, grosso modo. Alors, on entend beaucoup parler du fait que les migrations sont importantes aux États-Unis parce qu'elles peuvent représenter 1 million de personnes dans une année. C'est immense. Et chez nous, quand on parle de 100 000, enfin, c'est un nombre qui est un dixième. Mais si on fait l'équation mathématique, nos nombres sont aussi importants que ceux des États-Unis parce que en termes d'équivalence, si on multiplie par 10, ça nous amène à peu près 1 million. Alors, les chiffres de migrants qui entrent chez nous sont extrêmement importants pour la petitesse du pays. L'autre chose qui est importante à savoir aussi par rapport au Canada, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, là, ces 40 millions de personnes demeurent, grosso modo, dans un corridor de 100 kilomètres de la frontière américaine. Alors, le Canada, qui est immense comme ça, est habité juste comme ça, une espèce de bandelette là, au sud. Alors, il y a beaucoup de place pour avoir des gens et, enfin, un peu de tout. Et la longueur de la frontière canadienne-américaine, avez-vous une idée de ce que c'est? Hein? Plus de 8700 kilomètres. Alors, ça prend beaucoup de soldats ou de policiers pour essayer de militariser ou d'avoir un contrôle. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est impossible. C'est tellement immense que, enfin, ces surveillances sont plutôt limitées. Donc, ce qui s'est passé dans le cas du Québec plus spécifiquement, je vais faire un recul un peu historique. Par rapport à la frontière américaine-mexicaine, les difficultés d'entrée aux États-Unis au cours des années sont devenues de plus en plus grandes, faisant en sorte qu'il y a des milliers de personnes qui se retrouvaient littéralement en face à un mur ou impossible pour eux d'entrer aux États-Unis. Et certains sont aperçus que, évidemment, les contrôles frontaliers entre le Canada et les États-Unis étaient toujours assez limités en raison de l'ampleur de la frontière, comme on dit, et en raison du fait que les économies étant semblables, les mouvements étaient quand même assez minimaux. Il n'y a pas vraiment de raison, je peux vous le garantir, qu'un Canadien veuille aller s'installer aux États-Unis. Vraiment pas. Peut-être pour avoir la valeur du dollar US, qui est un peu plus élevée que le dollar canadien, mais en général, le niveau de vie n'est pas enviable. Et le contraire, la même chose. Qu'un Américain puisse penser de venir s'installer au Canada, qu'est-ce que ça va changer à son niveau de vie? Mais tout ce qui est au sud de la frontière américaine, là, ça, c'est une autre histoire. Donc, on s'est aperçu qu'au Canada, si on pouvait y entrer, ou si on pouvait entrer aux États-Unis en passant par le Canada, évidemment, ce serait beaucoup plus facile. Et de là, a commencé à naître un mouvement qui s'est ajouté à un autre mouvement qui est celui, tantôt notre ami parlait des particularités agricoles. Dans la section du Québec dont je vous ai parlé, c'est une section qui est plutôt rurale, où il y a l'agriculture, les cultures maraîchères, culture de céréales, producteurs laitiers,
pomiculteurs, sirop d'érable, vous pouvez venir chez nous, vous en aurez beaucoup. Et donc, ce que ça a amené, pénurie de main-d'œuvre chez nous, beaucoup de travailleurs saisonniers. Donc, le Canada amène beaucoup de travailleurs saisonniers pour s'installer dans ces régions-là. Et de ces travailleurs saisonniers, la majorité viennent du Mexique ou du Guatemala. Et ces travailleurs-là, pas fous, très intelligents, se sont aperçus que s'ils venaient chez nous comme travailleurs saisonniers, ben, c'était plus facile pour aller rejoindre certains membres de leur famille qui étaient aux États-Unis. Et là a commencé un mouvement tranquillement où on avait, une fois que des travailleurs étaient chez nous, ils traversaient la frontière. Ensuite, certains qui étaient aux États-Unis, dont le statut au niveau de l'immigration ne progressait pas, se sont dit, ben pourquoi pas aller, parce qu'ils avaient maintenant de la famille au Canada, venir au Canada en passant par la frontière. Donc, il y a cette espèce de mouvement de transit qui s'est installé et il y a quelques années, disons une dizaine d'années, on s'est aperçu que c'est peut-être une centaine de personnes et puis là, une croissance. Alors, en 2002, il y a une entente qui a été faite entre les États-Unis et le Canada pour essayer d'avoir une gestion, ils appelaient ça une gestion intelligente de la frontière. Enfin, je ne sais pas si c'était tellement intelligente, mais l'objectif, c'était d'avoir une gestion contrôlée des frontières au niveau des flux migratoires. Et ça s'est appelé les tiers pays sûrs, voulant dire qu'une personne qui transite d'un pays qui est considéré un pays sûr, et qu'est-ce qui est un pays sûr? C'est un pays qui a été désigné comme respectant des conventions internationales, notamment sur les réfugiés, également contre la torture, aussi qui a des usages qui sont reconnus comme étant respectés. Par ailleurs, il y a également des mécanismes de protection au niveau des immigrants. Et cela, mis ensemble, fait en sorte que le Canada a reconnu les États-Unis comme étant un tiers pays sûr. Ce qui veut dire que quelqu'un qui décidait ou qui pensait transiter des États-Unis pour entrer au Canada ne pouvait le faire parce que le dernier pays duquel il venait était les États-Unis. Alors, pour avoir un statut de réfugié, vous devez venir de votre pays ou d'un pays où vous êtes menacé. Et donc, le symbole, ou en fait la définition du pays sûr, a été donné aux États-Unis. En fait, le Canada a reconnu un seul pays sûr, celui avec lequel elle a une frontière commune. Et le texte, là, et le point d'intérêt mentionnait que les personnes qui se présentent à un poste frontalier pourront être renvoyés dans le pays duquel ils viennent si ce pays-là est un pays sûr. Le pays sûr, c'est celui qui a en fait des normes qui peuvent permettre un examen de son statut de réfugié en assurant qu'il y a une analyse sérieuse, fondamentale qui est faite, qui peut leur permettre de s'installer éventuellement ou de venir s'établir chez nous. Une fois que le système a été mis en place, l'étude a été faite, certains se sont aperçus que les législateurs n'avaient pas été aussi fins qu'ils auraient pu l'être, parce que, en raison du fait que le texte mentionnait que c'était des postes frontaliers, et le migrant intelligent ou son avocat qu'il était, a dit, ben pourquoi est-ce qu'on passerait pas à côté du poste frontalier? N'est-ce pas? Alors, de là est né le fameux, certains connaissent ou pas, c'est le fameux chemin Roxham. Ça a été une controverse internationale. Alors, juste pour vous donner une idée des statistiques, il y a quelques années, le nombre, juste pour vous dire, de 2017 à 2023, on est passé de quelques milliers à
En ce moment, 57% des migrants arrivant au Canada passent par ce fameux chemin. Pourquoi ce fameux chemin? Dans tout le Canada, les fameuses 8700 kilomètres, ils se concentrent là parce que c'est près d'un aéroport, Plattsburgh. Les villes ne sont pas tellement loin et les postes frontaliers sont espacés de façon telle, il y avait des sentiers. Alors, ce qui s'est passé, que plusieurs des gouverneurs du sud des États-Unis, notamment du Texas, recevant des migrants, ont dit, bon, ben, on va les mettre sur un avion, on va les envoyer vers New York. Et de là, arrivés à l'aéroport, il y avait des taxis qui les attendaient pour les amener à la frontière canadienne, où les gens avec leurs valises traversaient en tirant leurs valises et entraient au Canada. Et en traversant la frontière, je dis simplement dans le sens physique du terme, et non pas un poste frontalier, ils étaient accueillis au Canada en se désignant comme étant réfugiés. Alors, on est passé de quelques centaines de personnes à 7420, en juin 21, juste en juin 21, il y en avait 7429 et les dernières statistiques nous amènent à 17 544. Les 70 000 et plus personnes sont passées par ce fameux chemin. Et ça a pris environ une dizaine d'années jusqu'à... En fait, cette année, le président Biden est venu au Canada et le Québec a commencé à, évidemment, s'élever contre ces masses, si vous voulez, ce nombre important de migrants qui a commencé à traverser la frontière. Parce que chez nous, vous ne traversez pas seulement la frontière. Quand vous traversez la frontière, comme on dit, vous devenez des sujets du pays où on vous prend en charge. Et c'est là que le côté économique est pris en compte. Alors, vous devenez une personne qui est prise en charge par le gouvernement. Et vous savez, au Canada, on a 2 paliers de gouvernement, fédéral, provincial. Au fédéral, le gouvernement fédéral a 2 obligations ou 2 pouvoirs principaux. C'est soit le côté santé et le côté sécurité des immigrants. Alors, si vous passez le test que vous êtes en bonne santé, ou enfin, si vous avez des problèmes de santé, ils sont mineurs, ou enfin, ils ne seront pas un poids important. Et si, deuxièmement, vous n'êtes pas une personne qui est considérée comme étant un risque national au niveau de la sécurité, vous pouvez avoir le feu vert. Le deuxième aspect, ensuite, au niveau du Québec, c'est que le choix de cette personne-là est fait par le Québec en disant son profil. N'oubliez pas, au Québec, il y a une dimension linguistique qui est prise en compte. C'est la seule au Québec qui est différente du reste du Canada. Donc, l'aspect de l'intégration est important. Est-ce que cette personne-là a un profil que l'on pense pourra s'intégrer, etc. Mais le coût de ces passages de migrants d'un côté à l'autre de la frontière ont été, je vais vous donner les sommes d'argent, et c'est ce qui a fait un peu une levée de bouclier. En 2017, la dimension monétaire de l'appui du Québec à ces migrants, parce que, évidemment, les enfants vont à l'école, l'éducation est prise en charge, la santé est prise en charge par l'État. Et il y a toute la dimension au niveau des besoins fondamentaux. Chez nous, la personne devra être logée, nourrie, habillée, etc. Alors, on est passé en juin 2017 à des coûts de... Ça, c'est seulement pour la province. Je ne parle même pas de la contribution financière du Canada, qui était de 2 600 000 $, je vais arrondir, là. Et en juin 2023, on est rendu à 30 millions. Ça, c'est pour le Québec seulement. Et la proportion, comme je mentionnais tantôt, est passée de
quelques centaines de personnes. Et maintenant, on est à 57% de tous les migrants canadiens qui passaient par ce fameux petit chemin où les gens traînaient leurs valises en traversant la frontière à pied, ce qui représente 57%. La population du Québec est 22% du Canada, mais le poids économique était à 57%. Alors, la levée de bouclier, tantôt, ma collègue a mentionné, qu'est-ce qui fait le genre de pression par rapport à la réaction des gens? Bien, il y a beaucoup cet élément des médias, la presse, et avec raison, elle le mentionnait. Et cet élément-là, c'est de rappeler aux gens, écoutez, on est passé d'un coût monétaire de 2 millions, un coût militaire, monétaire, pardon, de 2 millions à ces quelques 30 millions. Alors, la pression au niveau de la presse, au niveau de la population, c'est c'est trop, il faut vraiment revoir. Alors, je reviens à la visite du président Biden au mois de mars. La fameuse entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis a été modifiée pour corriger le poste frontalier. Et maintenant, toute la frontière est considérée que, peu importe de la façon avec laquelle vous entrez, vous serez renvoyé ou pourrez être renvoyé dans le pays duquel vous venez, dans ce cas-ci, les États-Unis. Mais le Canada étant le Canada, bien sûr, il y a 1001 exceptions qui peuvent faire en sorte que même si vous êtes renvoyé ou pourriez être renvoyé, vous serez accepté. C'est l'aspect canadien des choses. Néanmoins, il y a des organisations qui ont décidé de faire un défi, challenger notre gouvernement en disant que les personnes qui sont retournées aux États-Unis ne devraient pas l'être parce que la définition de pays sûr était remise en question. Si vous retournez aux États-Unis et on vous met en prison, comme on voit souvent dans les photos ou enfin la télévision qui montre l'emprisonnement des migrants, ça c'est un des éléments qui a été soulevé au Canada. Nous avons une charte canadienne des droits et libertés qui dit que une personne a droit à des avantages et des droits fondamentaux, notamment la liberté de circulation, sécurité pour sa vie, sa santé, mais également le droit de ne pas être emprisonné. Alors, il y a plusieurs organismes qui ont déposé, en fait, une action contre le gouvernement canadien pour faire tomber cette entente des tiers pays sûrs, faire en sorte que le Canada ne puisse pas retourner toutes ces personnes. Alors, je sais qu'il y a peu de temps, et je finis, mon président. Ce qu'il faut retenir, c'est que le jugement de la Cour suprême a été rendu en juin de cette année, en 2023, et la Cour suprême du Canada ne dit pas que le système est parfait, ne dit pas qu'effectivement, il y a peut-être des atteintes à notre charte, qui est idéale, si on peut dire, mais dans le système actuel, la façon dont les États-Unis traitent les migrants, elle est tout à fait acceptable et les articles de la Charte peuvent être considérés comme respectés. Donc, le fameux échange bilatéral qui a été fait entre les États-Unis et le Canada a été reconnu. Il y a une portion par rapport à la Charte des droits et libertés, l'article 15, qui est retourné en Cour fédérale pour analyse, mais au moment où on se parle, le Canada a fermé ce fameux chemin Roxham et il n'y a plus ce flot de milliers de personnes qui arrivaient en traînant leurs valises pour s'installer au Québec. Donc, évidemment, je pourrais élaborer un peu plus, mais l'idée, c'est que vous gardiez à l'esprit le fait que il y a des migrations, évidemment, africaines, asiatiques, etc., mais il y a les migrations massives qui viennent de l'Amérique du Sud pour venir s'installer au Canada. Il y a des mesures qui ont été mises en place pour ralentir. La protection des réfugiés demeure. Elle n'a pas été enlevée, mais il y a un contrôle un peu plus important. Le ministère de l'Immigration fédérale a donné comme justificatif
c'est que nous devons avoir, ou enfin tenter d'avoir, des frontières qui sont ordonnées. Et on ne peut pas avantager des personnes qui entrent illégalement au-dessus des personnes qui suivent le processus normal de l'entrée pour devenir immigrants reçus, citoyens, etc. Alors, la dimension politique ne peut pas être détachée de tout ce processus migratoire au niveau de l'immigration. Le Canada fait, je dirais, plus que sa part d'un point de vue numérique, demeure un phare, je dirais, au niveau des routes de migration. On a reçu des centaines de milliers de personnes. On continue à le faire, mais on a des défis au niveau de l'intégration, qui bien sûr concerne toute la population, un défi économique. Et tout ça demande un peu l'aspect au niveau de l'importance du droit, quant à la reconnaissance de qui peut venir, comment on les reçoit et comment ils peuvent rester. Alors, enfin, etc., tutti frutti. Alors, merci de votre attention. Plaisir. Merci beaucoup. Merci Linda pour cette intervention et cette perspective intéressante sur les migrants de pays en voie de développement qui sont entre deux pays développés, chose qu'on n'imagine pas toujours si on est par exemple en Europe. Est-ce que vous avez une ou deux questions, parce qu'on est un petit peu pressé par le temps pour Linda? Oui. Thank you. Just a couple of numbers to compare the situation between Canada and United States and Mexico and United States. Our frontier is 3,200 kilometers. So it's smaller than the border with Canada. And there are contrasts in terms of numbers, because there are 24,000 American agents protecting the frontier. There are almost 700 persons dead in the illegal cross between the two countries. But in the other side, the money that annually is sent by Mexicans working in the United States to Mexico is about $60,000 million. So it's a big contrast, good things and bad things. We have a saying in Mexico, poor Mexico, so far from God and too close to the United States. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question? Gracias. Oui. Nos queremos muchos los mexicanos que trabajan en el Canadá. Sí. Oui, allez-y. Oui, bonjour, j'ai une question pour ma consoeur québécoise. Je suis au barreau de Montréal, je suis québécoise, mais j'exerce principalement en France en droit de l'immigration. Et je dis toujours, connaissant bien les deux systèmes français et canadien, et au regard de l'idéalisation qu'il y a souvent d'un point de vue français du système canadien qui est dit très sélectif, je dis toujours que c'est absolument pas transposable le système canadien, en France, étant donné cet aspect géographique. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, étant donné, là, vous disiez qu'il y avait quand même une arrivée massive qui est quand même assez différente de l'arrivée massive que la France et l'Union européenne peut connaître. Oui. En fait, le système d'immigration demeure. C'est un système de points. C'est ce à quoi vous faites référence sur l'importance et la qualité du système. C'est dire que on a jusqu'à maintenant une grande portion des immigrants qui sont choisis par rapport au score qu'ils ont au niveau linguistique, éducationnel, s'il y a de la famille, etc., genre d'emploi qui est recherché, parce qu'il y a de la pénurie au niveau de l'emploi. Mais cela dit, comme je mentionne, les nombres peuvent sembler peut-être petits à certains égards, mais ils sont immenses en raison du nombre de la population. 100 000 pour une population de millions, c'est 10 ou en fait, c'est 20 si on parle de 500 000. Si on parle de 8 millions qui reçoivent 100 000,
Et au niveau de l'immigration au Canada, on est autour des gens qui entrent dans le système de l'immigration et à peu près 250 000 par année. Mais là où il y a eu le déséquilibre, c'est que on était rendu à avoir plus de migrants que d'immigrants. Alors, le fameux système qui a été mis en place avec les points, le profil, est-ce qu'il correspond à ce dont on a besoin au niveau du travail, de la demande, la recherche, les études, a été en fait atteint parce que les migrants, au-delà de 250 000 personnes, eh bien là, ça vient changer la configuration, ça vient changer la stabilité et même la capacité du pays à recevoir. En ce moment, nous sommes en pénurie de logements. Alors, on a de la difficulté à loger les Canadiens ou les Québécois. Et en plus, on a des arrivées de milliers de personnes qu'on ne sait plus où les mettre. Ou enfin, la plupart des gens qui entrent seraient tout à fait satisfaits avec les conditions, mais chez nous, on ne trouve pas acceptable qu'une maison n'ait pas une chambre à coucher pour chaque enfant ou quelque chose comme ça. Alors, nos standards sont peut-être plus élevés, mais c'est la norme que l'on s'est donnée. La même chose, tous les enfants iront à l'école. Ça n'existe pas, des enfants qui ne vont pas à l'école, à moins qu'on les ait cachés et puis on ne sait pas ce qui est arrivé là. Mais est-ce qu'on a assez de professeurs? On ne peut pas mettre 60 élèves pour un professeur. Alors, c'est ça, le niveau de santé, la même chose, au niveau de la médecine. Alors, ce sont toutes ces contraintes qui sont en train de changer, en fait, l'image de l'immigration confortable ou bien acceptable. On est rendu dans l'inacceptabilité sociale si on ne stabilise pas les choses. C'est ça. Merci Linda. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais on est un petit peu pressé par le temps. On va passer à la dernière intervention et après cette intervention, nous aurons une vidéo très intéressante qui sera diffusée sur l'écran derrière moi. Donc, même si on déborde un petit peu sur le temps, je vous demanderai de rester après. Nous allons passer à l'intervention de Marc-André Séguin, qui est cofondateur d'Exeo Avocat, qui est spécialisé en immigration d'affaires depuis 2010. Il est membre du groupe d'experts du Barreau du Québec en droit de l'immigration et de la citoyenneté et est admis au Barreau du Québec au Canada et de l'État de New York aux États-Unis. Marc-André est engagé dans divers comités et associations d'immigration, donne des ateliers et des conférences à l'international et commente fréquemment les questions en droit de l'immigration canadien et américain dans les médias et est invité par diverses chambres de commerce pour des discussions sur l'immigration d'affaires. Il siège au comité de l'immigration et de la citoyenneté de l'Association du Barreau canadien et à la commission droit de l'immigration et de la nationalité de l'UIA. Il est également membre actif de American Immigration Lawyers Association et Marc-André joue un rôle actif en fournissant des commentaires et conseils à diverses autorités gouvernementales sur les réformes de l'immigration d'affaires et les questions de conformité réglementaire. Président fondateur de For Refugees et siège à plusieurs conseils d'administration. Il est diplômé de McGill University et de l'Université nationale de Singapour. Marc-André, the floor is yours. Merci, Hervé. Merci. Je tenterai d'être bref. J'utiliserai les quelques minutes qui me restent pour surtout prendre un pas en arrière concernant les programmes, la situation au Canada et la réponse canadienne à la crise des réfugiés qu'on voit à l'échelle mondiale. Si je peux la résumer rapidement, cette politique, je la résumerai par un seul mot, échec. C'est nous, comme plusieurs autres pays dans le monde, comme on a pu en témoigner ce matin, nos politiques au Canada sont le produit d'un manque drastique et désolant de leadership pour faire face aux problèmes, ce qui mène à la crise qu'on constate aujourd'hui au Canada, ce qui mène aussi aux critiques telles que résumées par ma consoeur Linda sur le Canada. Donc, au Canada, concernant l'accueil, l'intégration et le traitement des demandes de réfugiés, de demandeurs d'asile. On dit souvent du Canada que c'est un pays accueillant. Le Canada a une très bonne réputation d'un point de vue immigration dans le monde. Par contre, il faut également prendre sa géographie en note. Il est très facile
pour un pays de se dire accueillant lorsqu'il est séparé du reste du monde par 3 océans et la plus importante puissance militaire que le monde ait jamais connue. Donc, l'accueil de migrants chez nous suppose un certain nombre de constats. Premièrement, les réfugiés qui entrent au Canada, soit ont été capables d'obtenir un parrainage privé ou public, et donc ont pu se déplacer au Canada avec une acceptation au préalable, ou bien ils ont les moyens de prendre l'avion. Et dans ce cas-ci, on parle de réfugiés qui ont certaines options économiques un peu plus grandes que ce qu'on voit en Europe et dans d'autres régions du monde. Finalement, il reste une dernière catégorie de réfugiés, de demandeurs d'asile qui vont traverser par la frontière terrestre. Il y en a plusieurs. Ma consoeur Linda a bien parlé du chemin Roxham, qui est un chemin au Canada, dans l'Est, donc dans la région de la province de Québec, où plusieurs des passages à la frontière terrestre ont lieu et ont eu lieu historiquement. Mais la réalité, c'est que c'est une fraction donc des passages qui se fait par la voie terrestre et qui est filtré au fur et à mesure par que ce soit des interceptions aux États-Unis ou ailleurs, en amont donc du passage au Canada. Donc, c'est très facile pour nous de dire que nous sommes accueillants, mais encore une fois, notre géographie a tendance à nous isoler largement des problèmes qu'on constate ailleurs dans le monde, et en dépit de ça, notre politique constitue un échec important. On a 4 entrées possibles au Canada, comme je vous ai mentionné. On a tendance à critiquer les demandeurs d'asile qui passent par voie terrestre comme étant les seuls qui ne passent pas, ou sinon par voie aérienne, qui ne passent pas par, soi-disant, le bon chemin, c'est-à-dire une demande qui est déposée au préalable. La réalité, c'est que le bon chemin, on y reviendra, est également un chemin rempli de problèmes et d'absence totale de leadership de la part de nos élus. Le programme de réfugiés parrainé par le gouvernement et le programme de parrainage privé sont des programmes de parrainage qui supposent donc une éligibilité faite en amont d'une arrivée au Canada. Ce sont donc les voies dites régulières de demande où on doit déposer une demande au HCR ou bien obtenir un parrainage privé d'une organisation accréditée ou d'un groupe de 5 personnes qui vont s'engager donc à soutenir la personne réfugiée lors de son arrivée au Canada pour une période généralement d'1 an. On a ensuite les demandes qui sont faites au port d'entrée, donc généralement par voie aérienne, des gens qui se déplacent, qui ont obtenu un visa de visiteur ou une autorisation de voyage électronique et qui, à l'arrivée au Canada, vont faire une demande de protection. Et finalement, on a les passages terrestres en vertu de l'entente sur les pays tiers sûrs. Évidemment, l'unique frontière terrestre que le Canada a est avec les États-Unis. L'entente sur les pays tiers sûrs, décrite par ma consoeur, entre en vigueur, et ce qui fait en sorte que la vaste majorité maintenant des passages à la frontière terrestre sont bloqués. Les personnes sont retournées aux États-Unis, à moins d'avoir été en mesure de se cacher des autorités pour une période de 14 jours, et après quoi on pourra faire une demande, on pourra contourner les conditions de l'entente sur les pays tiers sûrs et demander la protection du Canada, même si on est passé par les États-Unis préalablement. Ce qui est important à savoir ici, c'est justement les demandes par voie aérienne. Ce sont des gens qui ont eu les moyens de prendre l'avion. Donc, généralement, pas dans une condition économique aussi précaire que ceux qui entrent par voie terrestre. Les gens qui passent par les programmes de parrainage, sur papier, tout a l'air superbe, mais lorsqu'on sait que pour un programme de parrainage public, il faut d'abord être recommandé par le HCR, que le HCR est débordé à l'étranger, qu'il est généralement impossible pour les demandeurs d'asile de même obtenir un rendez-vous ou de parler à quelqu'un au téléphone dans leur bureau local ou régional, on voit qu'il s'agit d'une voie qui est excessivement difficile pour les gens en pratique.
Les parrainages privés, de leur part, exigent donc qu'on ait accès à des organisations et à des Canadiens prêts à parrainer ces gens privément, qui démontrent avoir les ressources nécessaires pour se qualifier. Et ça suppose également que ces gens ont le temps d'attendre. Je suis président d'une organisation qui vient en aide aux réfugiés. On a déposé, je vous donne l'exemple très concret d'une demande qu'on a déposée en janvier 2017 et la personne attend toujours à l'étranger à l'heure actuelle et il s'agit d'un cas médiatisé avec appui public, etc. Il est donc inconcevable de s'imaginer que la vaste majorité des migrants soient en mesure d'obtenir un parrainage privé, de un, et de deux, qu'ils soient en mesure d'attendre aussi longtemps à l'extérieur de nos frontières jusqu'à ce que le Canada soit fin prêt à les accueillir. Ce qui les laisse donc, donc une grande quantité de migrants à devoir passer par la voie terrestre, tristement, et qu'on accuse ensuite de passer par un mauvais chemin, alors qu'en pratique, c'est l'unique chemin qui leur reste. Les délais de traitement, ici, vous pouvez voir, au Canada, pour les réfugiés, sont les plus longs, ou parmi les plus longs. Je vous renvoie à quelques chiffres du rapport de la vérificatrice générale du Canada cette année. Ces chiffres, en fait, sont même biaisés de façon plutôt optimiste lorsqu'on sait que le Canada vise l'accueil de 500 000 personnes par année à très court terme, que les autorités et leurs ressources sont extrêmement limitées et que ici, on présente le traitement d'une demande de réfugiés comme prenant entre 26 et 30 mois. Ça, ce sont pour des gens qui sont au Canada déjà. Les parrainages privés, on peut s'attendre à des traitements s'échelonnant à au-delà de 36 mois, dans certains cas au-delà de 70 mois, et ça, c'est lorsque les choses vont bien. Les demandes de parrainage public peuvent prendre un peu moins de temps lorsqu'on a de la chance, mais encore une fois, le tout suppose qu'on ait accès à la porte en premier lieu. Ce qui nous laisse donc aux gens qui, encore une fois, traversent par la voie terrestre et qui cherchent donc à contourner par nécessité l'entente sur les pays tiers sûrs. L'unique façon de réussir à contourner cette entente, les termes de l'entente en vertu de laquelle, si on entre par voie terrestre et qu'on n'a pas fait une demande préalable aux États-Unis, on est retourné. Ici, pour être capable de contourner cet obstacle-là, il faut entrer donc des États-Unis par un poste, donc par une voie irrégulière, c'est-à-dire à l'extérieur des postes frontaliers typiques, formels. Il faut donc entrer clandestinement au Canada et il faut être en mesure d'éviter la détection au Canada pour une période de 14 jours. Après quoi, on peut déposer une demande en tant que réfugié au Canada. Et ensuite obtenir un permis de travail et rester au Canada pour la durée du traitement de la demande. Évidemment, l'entente sur les pays tiers sûrs que la Cour suprême a refusé donc d'invalider et avec pour raison aussi du fait que la magistrature ne se mêlera pas de traités internationaux de cette nature. Cette période de 14 jours a pour effet désormais de placer aussi les migrants dans une situation encore plus précaire qu'antérieurement. Les passages à la frontière n'ont pas diminué. Certains ont été remplacés par des passages aériens désormais. Ce qu'on constate toutefois, c'est qu'on a moins de données statistiques sur les entrées. Donc, on a repoussé un problème davantage dans l'obscurité, de sorte qu'on n'est plus capable de le chiffrer de façon aussi adéquate. Mais également, on a poussé des migrants vers la clandestinité pour une période d'au moins 2 semaines, les exposant davantage au réseau de traite de personnes et au réseau criminalisé, ce qui met les gens encore plus donc dans une situation encore plus précaire.
Ce qui nous force comme juristes à adopter des stratégies nouvelles. Les stratégies en place, les mécanismes en place sont des échecs lamentables, ce qui fait en sorte que lorsque on est approché par les demandeurs d'asile aujourd'hui, on commence par regarder toutes les alternatives avant de se replier sur le refuge. L'immigration économique peut parfois être un bon atout. Encore une fois, si les gens ont les moyens de prendre l'avion, ils ont peut-être déjà aussi un diplôme qui les qualifierait autrement pour une offre d'emploi ou des programmes d'immigration économique. L'immigration familiale peut être une option pour certains parrainages à l'occasion également. Et finalement, la voie éducative. Notre organisation pour les réfugiés, notamment avec donc PRIO avec les mêmes problématiques que je vous ai décrites, a lancé un programme pour les femmes afghanes qui, plutôt que de chercher à les parrainer à l'étranger pour le statut de réfugié, on cherche plutôt à les faire entrer par la voie éducative avec des bourses d'études, donc des programmes universitaires, avec la collaboration de programmes de bourses d'études, avec des universités qui vont les encourager à obtenir un permis d'études. Nous nous engageons ensuite, comme organisation, à subvenir à leurs besoins pour la durée de leurs études, du moins jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de s'auto-suffire en trouvant un emploi, autorisé évidemment, et qui permet ensuite de mener à la résidence permanente pour des jeunes post-diplômés. Donc, il y a des alternatives à considérer avant de se replier sur le refuge et on travaille actuellement avec le gouvernement du Canada pour essayer de pousser ce genre d'alternatives pour les migrants humanitaires. Et finalement, la réponse aussi typique qu'on va voir lorsqu'on critique la situation canadienne. Certains vont élever la voix pour demander un renforcement de la frontière terrestre, un peu comme on a vu entre les États-Unis et le Mexique. Cette voie est aussi à reconsidérer pour les gens qui sont sceptiques ou qui visent à fortifier la frontière à un niveau comparable à celui du Mexique et des États-Unis. Premièrement, c'est impossible. La frontière est bien trop vaste. Mais également, même à la longue, les personnes qui sont parmi les plus ferventes d'une militarisation ou d'une voie beaucoup plus sécuritaire de la frontière, sécuritaire dans le sens sécurité plus armée, plus robuste, finissent par changer de fusil d'épaule lorsque des gardes frontaliers, lorsque des militaires, lorsque des policiers commencent à patrouiller de plus en plus dans leur cour arrière. Et comme on a pu le voir à la frontière entre le Texas et le Mexique, particulièrement la communauté de Eagle Pass récemment, qui est une des présences les plus militarisées à la frontière. Les gens qui étaient très en faveur d'une militarisation de la frontière maintenant se découragent parce que ça s'est traduit par la garde nationale dans leur cour, par des routes construites sur leur terrain privé, par une patrouille constante, une perte de leur vie privée, une perte aussi de la tranquillité dont ils jouissaient avant, et avec un impact d'absolument zéro sur le flux migratoire, puisque les gens ont simplement commencé à contourner la communauté d'Eagle Pass pour continuer à entrer au Texas. Il est important donc pour nous en tant que juristes, de se rallier à l'idée. Ces flux migratoires n'arrêteront pas. Il faut donc des programmes rapides, adéquats, mieux financés, qui peuvent être autofinancés par d'autres programmes d'immigration d'ailleurs, sans coût pour le contribuable, mais mieux financés pour traiter ces demandes. Et il faut garder en tête, les gens qui entrent, par exemple au Canada, sont entrés par avion, ont été parrainés, ont été, ou sinon par voie terrestre, ont traversé, certains d'entre eux nous sont arrivés d'Afrique, via le Brésil, ont monté les Amériques dans les régions les plus dangereuses du continent. Certains ont enterré des membres de leur famille dans le désert. Une clôture ne les arrêtera pas. Donc, c'est important de garder ces éléments en tête et d'établir des programmes humains, rapides, qui puissent mieux répondre à la situation. Merci.
Merci Marc-André pour cette perspective très intéressante. On a le temps pour peut-être une ou deux questions avant la diffusion de la vidéo. Monsieur, cher confrère. Mani, avocat, Maroc, de Rabat. Vous avez raison, votre intervention est effectivement très claire et nette. Je dis moi aussi qu'il est impossible d'arrêter l'immigration, aussi bien au Canada qu'en Europe. Je considère que l'immigration est une question génétique. L'être humain a hérité ce gène depuis les premiers déplacements de l'histoire de l'Homo sapiens. L'Europe a immigré peut-être il y a 2 siècles. Il a fait le tour du monde. Il a conquis les 5 continents. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. À l'époque, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas d'interdiction. Certainement que l'Europe avait les moyens, surtout la force. Maintenant, les immigrants, aussi bien africains qu'ailleurs, n'ont pas de force. Ils ont un problème. D'abord, il est génétique parce que tout le monde veut voyager. Tout le monde veut immigrer ailleurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je considère qu'il faut réfléchir à la question. Il faut revenir à l'histoire et proposer des solutions. Et c'est pour cela que je considère que l'UA peut jouer un rôle très important et de plaider dans ce sens. Parce que nous avons constaté que les pays européens n'interdisent pas uniquement l'immigration, ils interdisent la circulation, l'immigration et les grands principes de droits humains. Quand un avocat, par exemple, pour venir assister à un congrès, est obligé d'appeler l'UA pour lui demander d'intervenir auprès d'un consulat pour lui permettre d'avoir un visa pour assister à un congrès, c'est inacceptable. Inacceptable, et c'est de la ségrégation raciale. C'est contraire à tous les principes de droits humains. L'UA doit bouger dans ce sens. Les barreaux, individuellement, ce n'est pas possible. Et cela doit se faire au niveau de l'Europe. Pas au niveau de l'Afrique, ni au niveau des pays asiatiques ou d'Amérique. Au niveau de l'Europe. Les pays européens qui ont accepté et ramené des travailleurs pendant très longtemps, au début du siècle dernier, maintenant ils sont en train d'interdire, de fermer les portes. C'est certain. Il faut organiser, mais organiser de manière qui respecte les droits humains. Et l'UA peut jouer un rôle très important. S'il ne le fait pas, revenez à l'histoire en arrière, où vous verrez ce qui s'est passé dans le passé. Et ce n'est pas très réjouissant. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, je suis désolé, mais il est 12h32, 33. On va diffuser la vidéo dont je vous parlais, de quelqu'un qui aurait voulu être avec nous, mais qui n'a malheureusement pas pu se déplacer. Je vais demander à Matthew d'introduire cette vidéo. Matthew. Of course. Thank you, Hervé. I had to wait for the translation to come through. A few final remarks from me before we put on the video. We have this morning, I think, had a fascinating discussion on what is always a pertinent current issue. We've had input from a diversity of speakers with a diversity of jurisdictions represented, and we've had input from both procedural and global policy perspectives. So to that end, I'd be very grateful if you could put your hands together for our panel. Thank you. As Hervé's alluded to, we did receive a pre-recorded video as we were talking this morning. We received input from the Honourable Maya Salih Fadel. Maya is the Vice Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights and a Special Rapporteur on refugees, asylum seekers, internally displaced persons and migrants in Africa. So we do invite you to remain with us to watch the video, which I believe is something in the region of 10 minutes long.
But otherwise, thank you for your input, thank you for your attendance, thank you for your questions, and do enjoy the rest of the Congress in this wonderful city. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci de votre participation.